Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue sur RTI 1. La conférence internationale sur le sida s'est achevée vendredi par un appel pour l'augmentation des fonds destinés à la lutte contre la pandémie. Ouverte le 18 juillet dernier à Durban en Afrique du Sud, elle avait pour point focal le renforcement de la lutte contre le VIH-Sida. Dans son mot de clôture, la co-directrice de la conférence, Olive Chisana, a interpellé particulièrement les gouvernements africains. Elle leur demande d'instaurer la couverture maladie universelle payée avec les ressources nationales et de financer les soins de santé, y compris le VIH et la tuberculose. Envoyé spécial à Durban, Kadi Fofana. Il faut passer à l'action, il faut passer à l'action. Un message devenu presque un refrain lors de cette 21e conférence internationale sur le sida à Durban. Et le rapport accablant de MSF, Médecins sans frontières, a renforcé l'inquiétude des décideurs et scientifiques. Ce rapport montre que 7 pays représentent plus de 50% du poids de la maladie. En un mot, pendant que le taux baisse ailleurs dans le monde, l'Afrique de l'Ouest et centrale reste en marge de la lutte contre le VIH. Conséquence, 3 personnes sur 4 n'ont pas accès aux médicaments, 9 enfants sur 10 pas accès au traitement et aggravation de la maladie avec un nombre élevé de morts. Alors quelles démarches peuvent et doivent être entamées? Réflexion autour d'un panel organisé par l'ONU-SIDA avec les délégations des pays concernés. Et là, un doigt accusateur pointé sur les gouvernants. Un plan d'urgence s'impose, mais avant, des experts de l'Afrique de l'Ouest et centrale vont réfléchir et proposer des solutions pour un véritable engagement. Il est peut-être bon que nous arrêtions maintenant et que nous passions à l'offensive. Et cette offensive, pour moi, c'est l'engagement des États. Cette offensive, pour moi, c'est la prise en compte de tous ceux que nous appelons les perdus de vue. C'est la prise en compte de tous les laissés pour compte pour 1001 raisons. Encore des mois à attendre pour la mise en place de ce plan d'urgence. Et pendant ce temps, au Tchad, Mali, Cameroun, Côte d'Ivoire, RDC, Ghana et Guinée, l'épidémie poursuit son avancée meurtrière où chaque heure, 30 jeunes femmes sont contaminées par le sida. En 2015, le Nigeria a enregistré 60% du nombre de nouvelles infections survenues dans la région. Après la chaude journée vendredi, les activités économiques ont repris dans la commune de Bouaké. Les commerces ont ouvert les portes et les transporteurs sont tous en activité. La police nationale est obligée de réguler la circulation au grand carrefour où les feux ont été détruits. Les commerçants et transporteurs saluent cette reprise et condamnent les événements de vendredi. Du centre commercial au rond-point de la gare routière en passant par le quartier Coco, les activités commerciales ont totalement repris. Reportage Bouaké, RTI Bouaké. Rond-point de la gare routière au feu tricolore détruit par les manifestants, la police nationale en pleine activité de régulation de la circulation. C'est qu'après la chaude journée de vendredi, Bouaké a renoué avec son quotidien. De la gare routière au centre commercial en passant par le quartier Coco par exemple, magasins et autres commerces ont ouvert leurs portes. Les transporteurs sont également de service. Tous saluent le retour au calme, non sans condamner les événements de vendredi. Ça a engendré beaucoup de pertes au niveau des opérateurs économiques à Bouaké. Chaque jour, nous, opérateurs économiques, on a des objectifs à atteindre. C'est avec timidité que nous on reprend les activités. Mais on pense bien que ça va aller. Les gens ont compris que ce qu'ils ont fait, que c'est vraiment un dégât pour la ville. Bouaké n'a pas besoin de tout ça, parce que Bouaké vient de loin. Les choses ont repris très normalement, très bien, ça va, on s'accroche. Seule fausse note de cette reprise d'activité, les banques. Elles restent encore fermées et gardées par les forces de l'ordre, lesquelles poursuivent leur patrouille pour rassurer la population et certainement dissuader les éventuels récidivistes manifestants. Reportage sur Corona et Léon Brou de la station régionale RTI Bouaké. 4 mois après l'attentat de Grand Bassam qui a fait 22 morts, la cité balnéaire retrouve progressivement son statut de ville du tourisme et de détente par excellence. Les plages accueillent de plus en plus de monde. La psychose semble avoir été vaincue en ce mois de juillet. Période de vacances, quel visage présentent les espaces de détente en bordure de mer?
hier. La plage a-t-elle retrouvé sa vitesse de croisière? Restaurateurs et hôteliers sont-ils satisfaits? Élément de réponse dans ce reportage signé Serge Collier. Dimanche ensoleillé sur Grand Bassam en ce mois de juillet. Le vent des vacances souffle sur la cité balnéaire. Des jeunes en provenance d'Abidjan s'activent. Bon, nous partons sur la plage de Bassam. C'est venu voir le coin, un peu comment le coin va. Comme eux, nous décidons de prendre le pouls des plages 4 mois après l'attentat meurtrier qui a fait plus de 20 morts. Sur le vieux pont qui relie le reste de la commune à l'ancienne ville coloniale, des minicars bondés roulent en direction du rivage de la mer et de ses lieux de détente. Sur place, des centaines de vacanciers profitent de ces moments propices à la nage et à la détente. L'ambiance et puis il y a du monde. On se rend compte que les choses ont bien repris et on est vraiment content. Aucun doute pour eux, le 13 mars n'est rien d'autre qu'un triste et mauvais souvenir à vite oublier. Je pense que la plage est sécurisée. Tout le monde doit venir à la plage sans avoir peur. Balade entre copains, bouffe party, causerie en amoureux, football de plage, équitation, les visiteurs s'occupent. Certains sont venus en famille comme cette jeune fille accompagnée de son enfant. En tout cas, vraiment, il y a la vie à Bassam. Preuve que Grand Bassam retrouve des couleurs sans peur. Ce photographe que nous avons trouvé à l'œuvre ne pouvait espérer mieux. Il est 14h, j'ai à peu près fait 100 photos. Donc jusqu'au soir, peut-être je peux arriver à 150, ça dépend. Si ça pouvait se remplir comme ça, chaque jour comme ça, on sera très content. Pour les hôteliers et restaurateurs rencontrés, les choses n'ont pas du tout été roses ces 4 derniers mois. C'est vrai, après le 13 mars, les chiffres étaient très bas. Mais aujourd'hui, on arrive à payer le personnel, on paye les factures, on a réussi à refaire un peu les choses. Les touristes reviennent. Vous-même, vous pouvez constater derrière moi, chaque jour que Dieu fait, on ne fait que recevoir les touristes. On peut le dire, au regard de l'ambiance, 4 mois après l'attentat de Grand Bassam, la cité balnéaire retrouve progressivement son statut de ville de tourisme et de détente par excellence. L'ONG internationale 1040 Initiative soulage les personnes handicapées du département de Tanda. Ces personnes ont reçu de cette structure américaine des voiturettes et des dons donc qui viendront donner du rythme à leur vie. La cérémonie de remise de ces engins s'est déroulée à Tanda le week-end dernier en présence de notre reporter Mamadou Kouassi. Et voici à ma gauche les frères et les sœurs qui, dans cette semaine, ont obtenu une jambe. Bon, c'est le commencement, donc petit à petit, je suis convaincu qu'ils ne vont plus marcher avec les béquilles. C'est un nouveau départ pour ces personnes amputées des jambes. Ces prothèses donneront du rythme à leur vie, comme ces voiturettes pour ces handicapés de la commune de Tanda. Cette action de portée sociale a pu être possible grâce à l'ONG 1040 Initiative. Le maire de Tanda, Kone Amadou, a témoigné la reconnaissance des populations à Mike Cousino, président de cette ONG américaine. Monsieur Mike Cousino, my brother, qu'est-ce que je peux dire? Quand on va aux États-Unis, on a des assemblées. Ils s'associent avec des gens de bonne volonté, des gens capables pour réfléchir comment est-ce qu'on peut faire avancer la cause de Tanda. Thank you, my brother. Au nom de tous les partenaires au développement de Tanda, Simon Soro, président de l'ONG Vie, souhaite accomplir des œuvres plus grandes à Tanda dans le cadre de ce partenariat. C'est avec abnégation que je parle. Je connais ta détermination et ça, nous devons te saluer car nous attendons plus que ce que tu as déjà fait. Le président de l'UVIC aussi, Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, Gilbert Kafana Kone, a encouragé le maire de Tanda, Kone Amadou, pour ses initiatives sociales en faveur des couches défavorisées. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama, a revêtu son manteau d'écrivain après plusieurs années sans sortir une œuvre. Il a dédicacé le mardi 19 juillet dernier à l'hôtel du district au Plateau son 14e livre intitulé « L'État zéro ou la guerre des Gaou » paru à Fratmat Édition. L'ouvrage, un conte romanesque, plonge le lecteur dans l'histoire agitée de la Côte d'Ivoire. Issa Yeho, Abou Sanogo. Un conte romanesque pour plonger le lecteur dans l'histoire agitée de la Côte d'Ivoire, coincée dans les serres de la guerre. L'État zéro ou la guerre des Gaou,
consacre le retour de l'écrivain Maurice Kwaku Bandama à sa première passion, le conte, qu'il a révélé au monde. À travers cette œuvre de 286 pages, le Grand Prix littéraire d'Afrique noire retrouve son style ample et plein de fougue, son verbe loufoque et ses images percutantes. L'état zéro ou la guerre des Gaou, comme tout conte, transporte le lecteur dans le merveilleux où l'écrivain demeure le témoin de son temps. Ce que je veux montrer dans cette œuvre, c'est que par-delà nos ambitions, nous devons demeurer humains, nous devons demeurer humbles. L'écrivain est un rêveur, l'écrivain est un homme, est un artiste qui pense que la justice est possible. Pour les lecteurs, l'état zéro ou la guerre des Gaou est une œuvre aboutie. C'est l'écriture qui nous réconcilie avec la bonne écriture, la belle écriture. On a l'impression que l'écrivain est en transe au moment où il écrit. On retrouve la primordialité du monde dans sa genèse, l'enfance, l'accouchement du monde, la difficulté d'accouchement avec tous ces avatars. L'état zéro ou la guerre des Gaou, dont la dédicace a eu lieu au plateau, est le 14e livre de l'écrivain ministre Maurice Kwaku Bandama. Le président du Conseil économique et social, Charles Kofi Dibi, a échangé le 19 juillet dernier avec une vingtaine d'hommes d'affaires algériens conduits par le président algérien de la Chambre de commerce et d'industrie. Au centre des discussions, les possibilités pour ces opérateurs économiques d'investir en Côte d'Ivoire dans divers secteurs. Le président du Conseil économique et social a assuré les investisseurs algériens de l'appui de son institution. Maïsako. L'Algérie entend se positionner comme un partenaire privilégié de la Côte d'Ivoire, notamment au plan économique. Une vingtaine d'opérateurs économiques algériens sont depuis quelques jours à Abidjan. Ils ont sollicité l'aide du Conseil économique et social pour concrétiser leur volonté d'investir dans le pays dans l'agroalimentaire, la mécanique, l'industrie pharmaceutique et bien d'autres filières. Nous sommes là en partenaire, nous sommes là en frères. C'est vrai qu'on souhaiterait développer nos exportations, mais ce qu'on souhaite aussi, c'est de pouvoir échanger, de savoir-faire, partager ensemble et gagner ensemble. Un partenariat gagnant-gagnant qui ne fera que renforcer les relations économiques entre les deux pays, selon le président du Conseil économique et social. Les échanges entre nos deux pays restent concentrés sur les transactions commerciales et sont dominés par les exportations ivoiriennes qui représentent environ 90% des échanges globaux. Les relations économiques entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire demeurent en deçà des potentiels dont regorgent ces deux partenaires. Nous sommes donc appelés, à travers nos secteurs privés respectifs, à multiplier les initiatives afin d'accroître le volume des échanges tout en diversifiant les secteurs d'activité offrant de réelles perspectives de coopération sud-sud. Le président du Conseil économique et social a plaidé pour une pluralité d'interventions de l'Algérie en Côte d'Ivoire, entre autres un partage d'expériences en matière de renforcement des capacités de la police ivoirienne et de lutte contre le terrorisme. Une manifestation de l'opposition a dégénéré hier samedi après-midi à Libreville, appelée par un collectif de 7 candidats à la prochaine présidentielle ainsi que l'Union sacrée pour la patrie. La manifestation a été empêchée assez brutalement par les forces de l'ordre. En République démocratique du Congo, 6 militants du mouvement citoyen Lucha Lutte pour le changement ont bénéficié d'une ordonnance de grâce présidentielle, mais ils ont annoncé samedi qu'ils refusaient cette offre de liberté pour leur avocat Maître Mugisho. Cette mesure a été prise pour qu'ils aient une dette morale envers Kabila, Joseph Kabila. L'ultimatum a expiré au Soudan du Sud. Le président Salva Kiir avait donné 48 heures à son vice-président et ancien adversaire Riek Machar pour revenir à Djouba après des affrontements dans la capitale début juillet. Mais pour revenir, Riek Machar exigeait le déploiement et la protection d'une force neutre. Finalement, à l'issue du compte à rebours, une centaine de cadres de son mouvement, l'armée de libération du Soudan, a désigné un nouveau vice-président, le ministre des Mines, Taban Dengai.
Aux États-Unis d'Amérique, après avoir annoncé vendredi par Internet, comme l'avait fait Donald Trump auparavant avec Mike Pence, le nom de son colistier pour le poste de vice-président, Hillary Clinton a officiellement présenté ce dernier aux Américains hier samedi à Miami, en Floride. Le sénateur de Virginie, Tim Kaine, 58 ans, a été introduit à l'occasion d'un meeting organisé sur les terres d'un important électorat latino-américain, l'une des clés de l'élection présidentielle de novembre. Et puis, en bref et en images, un attentat a frappé une manifestation pacifique de la minorité chiite Hazara hier samedi 23 juillet à Kaboul, en Afghanistan. Il est 15 h ce samedi-là lorsqu'une forte explosion retentit à Kaboul, dans le quartier d'Emazang. L'attentat s'est produit alors que la minorité chiite Hazara protestait calmement contre le tracé discriminatoire d'une ligne à haute tension. Selon la police, les manifestants se dirigeaient vers le palais présidentiel. Lorsque, bloqué par des barrages, le groupe s'est arrêté à un rond-point. Les terroristes se sont alors mêlés aux manifestants et ont déclenché leurs bombes. L'attentat a fait, selon un dernier bilan, plus de 80 morts et 221 blessés. Les talibans ont rejeté cette attaque très rapidement via les réseaux sociaux, mais le groupe État islamique l'a revendiqué via son agence de presse Amaq. Merci de toujours nous suivre sur RTI.